On entend souvent dire « l'histoire qu'on t'a apprise à l'école est bidon ». Ce genre de phrase circule sur les réseaux sociaux, souvent moquée, parfois prise au sérieux. Mais derrière cette formule provocante, il y a une intuition juste. Une intuition que je voudrais explorer ici, en prenant le temps de poser les choses. L'école et le scientisme, une alliance historique. L'école s'est construite sur une promesse, celle de transmettre un savoir fiable, validé, universel. Pour cela, elle s'est alignée sur la science. Ce choix remonte à la fin du XIXe siècle, à une époque où l'on croyait que la science allait révolutionner l'humanité. On pensait que tous les autres savoirs religieux, symboliques, intuitifs allaient disparaître, jugés obsolètes. Mais cette promesse ne s'est jamais réalisée. La science n'a pas remplacé les autres formes de savoir. Elle les a marginalisées, parfois ridiculisées. Et surtout, elle a imposé un cadre rigide, seuls les faits validés par des protocoles précis ont droit de citer. 2. Ce que la science ne peut pas valider. Le problème, c'est que ce cadre exclut une multitude de savoirs. Des savoirs intuitifs, vibratoires, ancestraux. Des savoirs qui ne passent pas par la preuve matérielle, mais par la résonance intérieure. Prenons un exemple, les grottes souterraines découvertes un peu partout dans le monde. Certaines sont ornées de fresques d'une complexité stupéfiante. D'autres révèlent des systèmes d'aération, des structures acoustiques, des alignements astronomiques. Tout cela dépasse largement ce qu'on imagine d'un « homme des cavernes ». Ces hommes-là n'étaient pas primitifs. Ils possédaient des savoir-faire que nous avons du mal à expliquer. Autre exemple, les pyramides. Que ce soit en Égypte, au Mexique ou ailleurs, leur construction défie les lois de la physique classique. Certains blocs pèsent plusieurs tonnes, posés avec une précision millimétrique. Les alignements avec les étoiles, les proportions géométriques, les propriétés énergétiques, tout cela suggère une technologie très avancée. Une technologie que la science actuelle ne peut ni reproduire ni expliquer. Alors deux hypothèses émergent, soit des civilisations humaines très avancées ont existé bien avant ce que l'histoire officielle admet. Soit des civilisations extraterrestres ont visité la Terre et transmis des savoirs. Dans les deux cas, cela dépasse le cadre validable par la science. 3. Le citoyen clivé ou libre? Quand l'école impose une histoire validée uniquement par la science, elle crée un clivage. Le citoyen est sommé d'adhérer à une version officielle, même si elle contredit son ressenti, son intuition, sa mémoire intérieure. Il doit choisir, se conformer ou se décaler. Mais ce conformisme a un prix. Il brise la créativité, la joie, la fantaisie. Il réduit l'être humain à un robot rationnel, privé de sa dimension vibratoire. Et surtout, il empêche la transmission de savoirs pluriels, porteurs de dignité et de profondeur. 4. Vers une histoire plurielle et vivante. Ce que je propose, ce n'est pas de rejeter la science. C'est de la remettre à sa juste place. Elle est un outil, pas une vérité absolue. Elle peut coexister avec d'autres formes de savoir, symboliques, mythologiques, vibratoires, ésotériques. L'histoire scolaire devrait s'ouvrir à cette pluralité. Elle devrait reconnaître que certains récits, bien que non validés, sont porteurs de sens. Elle devrait permettre aux citoyens de naviguer entre les faits et les intuitions, entre les archives et les résonances. 2. Ce que la science valide, et ce qu'elle ne peut pas transmettre. Quand on parle de science, on parle d'un système de validation très précis. Ce n'est pas un savoir intuitif, ni un savoir ancestral, ni un savoir vibratoire. C'est un savoir qui repose sur des méthodes rigoureuses, conçues pour garantir la fiabilité des résultats. Les grandes étapes de la validation scientifique. Voici, de manière simple, comment la science valide une information. Observation. On observe un phénomène, souvent de manière répétée. Hypothèse. On formule une idée pour expliquer ce phénomène. Expérimentation. On teste cette idée dans des conditions contrôlées. Résultat. On mesure, on compare, on vérifie. Reproductibilité. D'autres chercheurs doivent pouvoir refaire l'expérience et obtenir les mêmes résultats. Publication et relecture. Les résultats sont publiés et relus par des pairs, c'est-à-dire d'autres scientifiques. Ce processus est exigeant. Il permet d'éviter les erreurs, les illusions, les croyances infondées. Mais il a un coût. Il exclut tout ce qui ne peut pas être mesuré, répété, prouvé. Le citoyen face à la science. Un fossé d'incompréhension. Le problème n'est pas dans ces méthodes. Elles sont utiles, précieuses, nécessaires dans certains domaines.
Le problème, c'est que le citoyen lambda ne peut pas les comprendre, ni les pratiquer. Il n'a ni les outils, ni le temps, ni la formation pour vérifier une étude, analyser des données, ou reproduire une expérience. Alors, que fait-il? Il croit. Il fait confiance. Il adhère à ce qu'on lui dit être scientifique. Mais cette adhésion est souvent passive, dépendante, soumise. Elle ne développe pas son autonomie, ni son discernement. L'esprit critique, pas l'esprit scientifique. Ce qu'il faut transmettre à l'école, ce n'est pas l'esprit scientifique réservé aux chercheurs mais l'esprit critique. L'esprit critique, c'est la capacité à questionner une information, identifier les sources, détecter les biais, croiser les points de vue, reconnaître ce qu'on ne sait pas. L'esprit critique permet au citoyen de naviguer dans un monde complexe, sans devenir un expert. Il lui donne des outils pour penser par lui-même, sans se soumettre aveuglément à l'autorité scientifique. Une éducation pour la liberté intérieure. Former un citoyen, ce n'est pas en faire un petit scientifique. C'est en faire un être libre, capable de discernement, de nuance, de responsabilité. C'est lui permettre d'accueillir des savoirs multiples, scientifiques, poétiques, symboliques sans se cliver, sans se perdre. 3. Être diplômé en sciences ne fait pas de soi un scientifique. Il est courant aujourd'hui de voir des personnes se présenter comme scientifiques parce qu'elles ont obtenu un diplôme dans une discipline scientifique. Mais cette appellation est souvent trompeuse. Car être diplômé d'une science appliquée ne signifie pas maîtriser la science elle-même, ni en comprendre les fondements épistémologiques. La science fondamentale, là où le savoir se construit. La science fondamentale, c'est celle qui interroge les principes, les méthodes, les limites du savoir. Elle ne se contente pas d'appliquer des données, elle les produit, les teste, les remet en question. Les vrais scientifiques, physiciens théoriciens, mathématiciens, épistémologues savent que la science est un processus, pas un dogme. Ils savent que chaque vérité scientifique est provisoire, soumise à révision, dépendante du cadre méthodologique. Ces chercheurs travaillent dans l'incertitude, dans le doute, dans la rigueur. Ils ne répètent pas, ils explorent. La science appliquée, là où le savoir est utilisé, sans être compris. À l'inverse, la science appliquée forme des praticiens. Des ingénieurs, des techniciens, des spécialistes. Ils utilisent des modèles, des formules, des protocoles. Mais bien souvent, ils ne savent pas d'où viennent ces modèles, ni pourquoi ils fonctionnent. Ils les appliquent mimétiquement, comme des recettes. Ils croient en la science comme on croit en une religion, sans en comprendre les fondements. Prenons un exemple, un géologue peut être très compétent en géologie. Il connaît les roches, les strates, les processus tectoniques. Mais s'il parle de physique nucléaire, il ne fait que manier des concepts qu'il ne maîtrise pas. Il les répète comme un poète récite des vers, avec style, mais sans fondement. Le mimétisme scientifique, une illusion de savoir. Ce mimétisme est dangereux. Il donne l'illusion d'un savoir maîtrisé, alors qu'il s'agit souvent d'un savoir transmis, non interrogé. Beaucoup de diplômés scientifiques ne savent pas démontrer ce qu'ils affirment, ni vérifier les données qu'ils utilisent. Ils ne sont pas des scientifiques au sens fondamental, ils sont des utilisateurs de science. Et cela pose un problème majeur dans l'éducation du citoyen. Car si l'on confond l'usage du savoir avec la maîtrise du savoir, on forme des esprits dépendants, non critiques. Former des esprits critiques, pas des répétiteurs. Ce qu'il faut transmettre, ce n'est pas la capacité à répéter des données scientifiques. C'est la capacité à interroger le savoir, à en comprendre les limites, à en percevoir les angles morts. C'est cela, l'esprit critique. Et c'est cela qui permet aux citoyens de rester libres, même face à des experts. 4. Former le citoyen au discernement, pas à la science. Quand on parle de former le citoyen, on pense souvent à lui transmettre des connaissances. Mais ce n'est pas de savoir qu'il a besoin en premier lieu. Ce dont il a besoin, c'est de méthodes pour estimer si ce qu'on lui dit est rationnel ou non. Et là, il faut faire une distinction essentielle. Le rationnel ne se réduit pas au scientifique. Ce sont deux choses différentes. Le rationnel, une affaire de logique, pas de laboratoire. Le rationnel, c'est ce qui obéit à la logique. Ce qui est cohérent dans son raisonnement, non contradictoire, compréhensible. On peut être rationnel sans être scientifique. Un conte peut être rationnel dans sa structure. Une intuition peut être rationnelle dans son articulation.
Un discours spirituel peut être rationnel s'il respecte une logique interne. À l'inverse, un discours scientifique peut être irrationnel s'il est mal formulé, contradictoire ou manipulé. Former le citoyen, c'est donc lui apprendre à repérer les incohérences, les glissements de sens, les contradictions internes. C'est lui donner des outils pour analyser un discours, quelle que soit sa nature, politique, médiatique, scientifique, religieux, poétique. L'esprit critique comme boussole. Ce que le citoyen doit développer, c'est l'esprit critique. Pas au sens de la critique négative, mais au sens du discernement actif. L'esprit critique, c'est savoir poser des questions pertinentes. Identifier les présupposés d'un discours. Détecter les failles logiques. Croiser les sources. Reconnaître les limites d'un savoir. C'est cela qui permet de naviguer dans un monde saturé d'informations, sans se perdre ni se soumettre. Une pédagogie du discernement dans la pluralité des savoirs. Et cette pédagogie ne doit pas se limiter à la science. Elle doit s'ouvrir à la pluralité des savoirs, historiques, symboliques, vibratoires, artistiques, philosophiques. Car chaque savoir a sa logique propre, ses critères de validité, ses modes de transmission. Former le citoyen, c'est lui apprendre à changer de grille de lecture selon le contexte, à reconnaître les régimes de vérité, à respecter les savoirs sans les confondre. Mise en scène pédagogique. Imagine un élève qui lit un discours politique. Il repère une contradiction entre les valeurs affichées et les mesures proposées. Il ne connaît pas les détails techniques, mais il voit que ça ne tient pas. Ou un citoyen qui écoute un témoignage spirituel. Il ne le rejette pas parce que ce n'est pas scientifique. Il l'écoute, il le questionne, il en perçoit la cohérence interne. Il ne croit pas aveuglément, mais il ne rejette pas non plus. C'est cela, le discernement. Et c'est cela qu'il faut transmettre. 5. Civilisations oubliées, une analyse avec discernement. Prenons une question qui fascine, dérange et divise. Des civilisations ont-elles pu exister bien avant celles que la science officielle reconnaît? La réponse officielle est claire, non, ou du moins pas à ce jour. La science actuelle, fondée sur des méthodes rigoureuses, datation au carbone 14, stratigraphie, archéologie comparée, ne valide aucune civilisation humaine organisée avant environ 10 000 ans, à l'aube du néolithique. Mais une analyse avec discernement ne s'arrête pas là. Elle ne rejette pas la science, mais elle interroge ses limites. Elle ne affirme pas sans preuve, mais elle ouvre l'espace du doute méthodique. Le doute méthodique, une posture active. Le doute méthodique, ce n'est pas le scepticisme passif. Ce n'est pas dire « je ne crois rien ». C'est dire « je suce pas mon jugement tant que les preuves ne sont ni suffisantes ni cohérentes. Je reste ouvert à ce qui pourrait émerger ». Et dans le cas des civilisations anciennes, plusieurs éléments invitent à ce doute. Des structures mégalithiques comme Göbekli Tepe, datées de plus de 11 000 ans, remettent en question le récit linéaire de l'évolution humaine. Des grottes ornées, des réseaux souterrains complexes, des alignements astronomiques millénaires suggèrent des savoir-faire que l'on n'attend pas d'hommes dits primitifs. Des traditions orales, des mythes fondateurs, des récits cosmogoniques parlent de civilisations antédiluviennes, souvent rejetées comme légendes, mais dont la cohérence interne mérite attention. Ce que la science ne peut pas valider, mais que le discernement peut explorer. La science ne peut valider que ce qui répond à ses critères, preuves matérielles, reproductibilité, consensus méthodologique. Elle ne peut pas valider les intuitions collectives, les résonances symboliques, les savoirs vibratoires, les récits transmis par voie non écrite. Mais cela ne signifie pas que ces éléments sont faux. Cela signifie simplement qu'ils échappent au cadre scientifique. Et c'est là que le discernement entre en jeu. Une analyse avec discernement, exemple concret. Imaginons un citoyen qui entend parler d'une pyramide enfouie en Indonésie, datée par certains à plus de 20 000 ans. La science officielle dit, pas de preuves suffisantes. Le citoyen avec discernement dit. Très bien. Je ne prends pas cela comme vérité absolue. Mais je ne le rejette pas non plus. Je regarde les données. Je compare les sources. Je questionne les motivations. Je reste ouvert. Il ne croit pas aveuglément. Il ne rejette pas dogmatiquement. Il discute, analyse, relie. Vers une pédagogie du discernement. Ce type de posture est précieux. Elle permet de naviguer entre les savoirs sans se cliver. Elle permet de reconnaître la science pour ce qu'elle est, un outil puissant, mais limité.
et elle permet d'accueillir d'autres formes de savoir sans tomber dans le fantasme ou la crédulité. C'est cela que devrait transmettre l'école, le doute méthodique, le discernement, la pluralité des grilles de lecture. 6. L'imaginaire comme source de science vers une fertilité des hypothèses. On croit souvent que la science n'est du calcul, du protocole, de la rigueur froide. Mais en réalité, les grandes intuitions scientifiques sont souvent inspirées par l'imaginaire. Par des formes de pensée qui échappent au laboratoire, la science-fiction, la poésie, les mythologies anciennes, les spéculations philosophiques. L'imaginaire comme matrice de recherche. De nombreux chercheurs, même dans les disciplines les plus rigoureuses, reconnaissent que leur inspiration vient de récits, de visions, de intuitions. Einstein lui-même disait que « l'imagination est plus importante que le savoir ». La science-fiction a anticipé des technologies bien avant leur validation, les satellites, les voyages interstellaires, les intelligences artificielles. La poésie, elle, ouvre des espaces de sens que la science met parfois des siècles à explorer. Les mythologies anciennes, loin d'être de simples contes, sont des vestiges de savoir poétique, portés par des anciens poètes, des voyants, des transmetteurs. Et la philosophie, bien sûr, propose des cadres spéculatifs qui nourrissent les hypothèses scientifiques. Sur le temps, la conscience, la matière, l'origine du vivant. Anton Parks et le foisonnement des hypothèses. Prenons un exemple contemporain. Anton Parks. Ce chercheur indépendant propose une relecture radicale des origines humaines, mêlant mythologie sumérienne, transmission intuitive, et décodage vibratoire. Ces travaux ne sont pas validés par la science officielle. Mais il propose un foisonnement d'hypothèses, une cartographie alternative, une fertilité narrative qui pourrait bien servir de terreau à des générations futures. Des historiens, des archéologues, des anthropologues pourraient un jour intégrer ces récits comme support d'hypothèses, non comme preuve, mais comme matériaux à explorer. Et des outils comme le Viewer Revolving qui permet d'accéder à des visions non linéaires, des mémoires vibratoires pourraient devenir des appuis méthodologiques pour envisager des pistes nouvelles. La science comme méthode, pas comme limite. Il faut le rappeler, la science n'est pas là pour limiter le savoir. Elle est là pour tester des hypothèses, pour valider ou invalider, pour mettre à l'épreuve. Elle ne doit pas être confondue avec une autorité dogmatique. Elle est un outil, un filtre, un révélateur. Et pour qu'elle puisse jouer ce rôle, elle doit être nourrie par des hypothèses audacieuses, des récits alternatifs, des intuitions poétiques. Mise en scène pédagogique. Imagine un jeune chercheur en 2050. Il tombe sur les écrits d'Anton Parks. Il ne les prend pas comme vérité. Mais il y voit une cohérence mythologique, une structure narrative, une résonance vibratoire. Il décide d'en faire une hypothèse. Il la teste, la croise, la confronte. Il ne croit pas, il explore. C'est cela, la fertilité du savoir. Et c'est cela que la science devrait encourager. 7. Le savoir comme source de joie, l'épistémophilie contre la censure du pensable. Le savoir, dans son essence la plus noble, n'est pas là pour nous enfermer. Il est là pour nous rendre heureux. Il est là pour élargir notre monde intérieur, pour nourrir notre curiosité, pour nous relier à des dimensions plus vastes de nous-mêmes et du réel. Et ce bonheur du savoir porte un nom, l'épistémophilie. C'est le plaisir de comprendre, d'explorer, de relier. C'est la joie de découvrir un lien entre deux idées. C'est l'élan qui nous pousse à lire, à questionner, à rêver en pensant. Quand la science devient censure du pensable. Mais parfois, la science, ou plutôt une certaine posture scientiste, prétend interdire de penser ce qui n'a pas encore été validé. Elle dit, ce n'est pas prouvé, donc ce n'est pas pensable. Elle dit, ce n'est pas démontré, donc ce n'est pas sérieux. Et ce faisant, elle limite le champ du pensable. Elle brise l'élan épistémophile. Elle transforme le savoir en clôture, au lieu d'en faire une ouverture. Mais penser, ce n'est pas prouvé. Penser, c'est explorer des possibles, formuler des hypothèses, jouer avec les idées. Et c'est justement ce jeu, ce mouvement libre de l'intelligence qui rend le savoir joyeux. Le savoir comme jardin d'hypothèses. Un savoir vivant, c'est un jardin d'hypothèses. Certaines germent. D'autres s'éteignent. Certaines seront validées un jour. D'autres resteront des intuitions, des récits, des visions. Mais toutes ont leur place dans le paysage intérieur du chercheur, du citoyen, du poète. Mise en scène pédagogique. Imagine un enfant qui demande, est-ce que des civilisations ont existé avant l'histoire officielle? Le scientiste répond, ce n'est pas prouvé, donc tais-toi. Le pédagogue épistémophile répond, c'est une belle question. Explorons-la ensemble. Voyons ce que l'on sait, ce que l'on suppose, ce que l'on ressent.
C'est cette deuxième réponse qui rend le savoir vivant. C'est elle qui forme des esprits libres, joyeux, créatifs. Vers une pédagogie du bonheur de savoir. Ce que nous devons transmettre, ce n'est pas une science froide et fermée. C'est une pédagogie du discernement, nourrie par la joie de penser, par la pluralité des savoirs, par le respect des hypothèses non validées. Car le savoir n'est pas un mur. C'est un chant. Et l'épistémophile est celui qui écoute ce chant avec émerveillement. 8. La zététique du discernement citoyen à la traque des hérétiques. La zététique, à l'origine, est une discipline noble. Le mot vient du grec zétin, qui signifie « chercher ». Elle se définit comme l'art du doute raisonné, la méthode pour examiner les affirmations extraordinaires, le discernement appliqué au savoir non validé. Son intention première était claire. Aider le citoyen à ne pas se faire manipuler. Lui donner des outils pour analyser les discours. Lui apprendre à distinguer le plausible de l'improbable, sans dogmatisme. En ce sens, la zététique était parfaitement alignée avec ce que nous avons défendu ici. Une pédagogie du discernement, une éducation à la logique, une ouverture critique aux hypothèses non validées. Une dérive vers la guerre contre les hérétiques. Mais au fil du temps, une partie du mouvement zététique a dérivé. Elle est passée d'une posture de curiosité critique à une posture de justicier du savoir. Elle s'est mise à traquer tout ce qui ne rentrait pas dans le cadre scientifique validé. Et toute personne qui ose penser autrement, qui parle d'intuition, de vibration, de mémoire symbolique est soupçonnée de pseudoscience, voire d'imposture intellectuelle. Cette dérive transforme la zététique en chasse aux sorcières. Elle ne cherche plus à comprendre, mais à disqualifier. Elle ne doute plus, elle condamne. Mise en scène pédagogique. Imagine un citoyen qui évoque une expérience intuitive, une mémoire vibratoire, une hypothèse non validée. Le zététicien dérivé lui répond. Tu es un charlatan. Tu propages des croyances. Tu mets en danger la rationalité. Mais ce citoyen ne prétend pas détenir la vérité. Il explore. Il questionne. Il propose. Et c'est justement cela que la zététique devrait accompagner, pas censurer. Revenir à l'intention originelle. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la zététique n'est pas une police du savoir. Elle est une méthode d'analyse. Elle est là pour aider à penser. Pas pour interdire de penser. Elle devrait permettre aux citoyens de dire « Je ne sais pas si c'est vrai, mais je vais examiner les arguments. Je vais croiser les sources. Je vais suspendre mon jugement sans condamner. » C'est cela, le doute méthodique. Et c'est cela que la zététique devrait transmettre. 9. Quand la science devient dogme. Le regard du citoyen face à la dérive zététique. Du point de vue du citoyen, la dérive actuelle de la zététique ressemble de plus en plus à une chasse aux sorcières intellectuelles. Ce qui devait être un outil de discernement est devenu, pour certains, une croisade contre les pensées non validées. Et face à cette posture, le citoyen ne voit plus des rationalistes bienveillants. Il voit une bande de justiciers du savoir, parfois perçus comme des complotistes inversés, obsédés par la traque des hérétiques cognitifs. Le savoir uniformisé, une tentation totalitaire. Ce que le citoyen ressent, c'est une pression à se conformer. Une injonction à ne parler que de ce qui est validé. Une interdiction implicite de penser autrement, de rêver, d'explorer, de relier. Et cette pression ressemble, dans son fonctionnement, à un régime de pensée totalitaire. Non pas par la violence physique, mais par la violence symbolique, disqualification, moquerie, exclusion, soupçon. Le citoyen se dit alors, si je parle d'intuition, je suis un charlatan. Si j'évoque une mémoire vibratoire, je suis un pseudo-scientifique. Si je questionne l'histoire officielle, je suis un complotiste. Et cette posture crée de la suspicion envers la science elle-même. La science ne gagne rien à s'imposer comme savoir unique. Car en cherchant à s'imposer comme seule forme légitime de savoir, la science perd sa crédibilité. Elle devient une autorité, non un outil. Elle devient un dogme, non une méthode. Et cela nuit à sa mission profonde, aider à comprendre le monde, tester des hypothèses, ouvrir des pistes. Mise en scène pédagogique. Imagine un citoyen qui lit un article zététique disqualifiant une expérience spirituelle. Il ne voit pas une analyse. Il voit une condamnation. Il ne voit pas une méthode. Il voit une guerre. Et il se dit, si la science rejette tout ce qui ne rentre pas dans ces cases, alors elle ne m'aide pas. Elle m'enferme. Vers une science humble et plurielle. Ce que la science devrait faire, c'est revenir à l'humilité méthodologique. Reconnaître ses limites.
Accueillir les hypothèses non validées comme des matériaux à explorer, non comme des menaces. Et surtout, cesser de vouloir régenter le pensable. Car le savoir ne doit pas être une prison. Il doit être un jardin. Et le citoyen, un jardinier libre, curieux, joyeux. 10. Ce que la science ne peut mesurer, souffrance invisible et non-assistance à personne en danger. Une des limites fondamentales de la science, c'est qu'elle ne peut investiguer que ce qui est mesurable. Elle a besoin de données, de protocoles, d'instruments. Elle ne peut pas explorer ce qui est ressenti mais non quantifiable, perçu mais non visible, vibratoire mais non reproductible. Et cela pose un problème majeur pour les hypersensibles, pour ceux qui perçoivent des phénomènes subtils, des présences, des influences invisibles. Des choses qu'ils ne peuvent ni prouver ni expliquer, mais qu'ils ressentent profondément, parfois avec douleur. Métaphoriser l'invisible, une nécessité pour survivre. Faute de pouvoir nommer ces phénomènes dans le langage scientifique, les hypersensibles sont contraints de les métaphoriser. Ils parlent d'entités vampires, de parasites énergétiques, de forces de l'ombre. Non pas par fantasme, mais par nécessité symbolique. Ils cherchent à donner forme à l'invisible, à exprimer ce qui les affecte, à se protéger. Mais la science, dans sa posture dominante, tend à nier l'existence de ce qui n'est pas mesurable. Elle dit, ce n'est pas prouvé, donc ça n'existe pas. Et elle exige des victimes qu'elles se taisent, qu'elles renoncent à leur ressenti, qu'elles acceptent de ne pas se protéger, pour ne pas humilier les scientifiques. Une dérive éthique, la non-assistance à personne en danger. Cette posture est une non-assistance à personne en danger. Elle transforme la science en autorité morale, au lieu de rester un outil méthodologique. Elle impose le silence à ceux qui souffrent, sous prétexte de rigueur. Et elle crée un climat de violence symbolique, où le ressenti est disqualifié, où la vulnérabilité est moquée, où la parole intuitive est censurée. Mise en scène pédagogique. Imagine une personne hypersensible qui dit « Je ressens une présence qui me vide de mon énergie ». Le scientifique rigide répond « Ce n'est pas mesurable, donc c'est faux ». Mais cette personne souffre. Elle cherche à comprendre. Elle cherche à se protéger. Et on lui demande de nier son expérience, pour ne pas froisser l'autorité scientifique. C'est cela, la dérive éthique. Et c'est cela qu'il faut dénoncer. Vers une science humble, ouverte à l'invisible. Ce que la science devrait faire, ce n'est pas nier l'invisible. C'est reconnaître ses limites. C'est dire, je ne peux pas mesurer cela, mais je peux écouter. Je peux chercher des ponts. Je peux accompagner. Car le savoir ne doit pas être une arme. Il doit être un soutien. Et la science, si elle veut rester digne, doit s'ouvrir à l'invisible, accueillir le ressenti, respecter la parole des hypersensibles. Hypersensible, imaginaire et justice à deux vitesses quand la science oublie l'humain. Les personnes hypersensibles perçoivent des phénomènes subtils, des influences invisibles, des présences qu'elles ne peuvent ni prouver ni mesurer. Faute de langage scientifique pour les décrire, elles les métaphorisent. Elles parlent de forces vampires, de entités énergétiques, de parasites invisibles. Ce ne sont pas des fantasmes. Ce sont des tentatives de mise en forme du ressenti, des gestes de survie symboliques. Mais la science, dans sa posture dominante, refuse d'étudier ces domaines. Et les zététiciens, dans leur dérive, y voient une intention malsaine. Ces gens veulent se faire passer pour scientifiques. Ils veulent décrédibiliser la science. Ce sont des pseudo-scientifiques. Quand l'imaginaire devient pathologie. Ce qu'ils disent vivre serait faux, issu de leur seule imagination, relevant de la pathologie. L'imaginaire, au lieu d'être reconnu comme source de sens, est disqualifié comme symptôme. Mais cette posture est violente. Elle nie la souffrance, refuse le dialogue, impose le silence. Et elle crée un climat de non-assistance à personne en danger, où les hypersensibles sont seuls face à eux-mêmes, contraints de taire ce qu'ils ressentent pour ne pas être moqués, exclus, disqualifiés. Une justice à deux vitesses, le savoir des puissants et celui des vulnérables. Et ce qui choque, c'est l'asymétrie du traitement. Quand le Vatican affirme que Jésus est né par Immaculée Conception, une affirmation non scientifique, les zététiciens ne poursuivent pas l'Église devant la justice. Mais quand un citoyen hypersensible évoque une mémoire vibratoire ou une théorie inspirée de Tesla sur les champs de force, il est accusé de pseudoscience, traité comme un imposteur, exclu du débat. Cette asymétrie donne l'impression d'une justice à deux vitesses. Une pour les institutions puissantes, respectées, intouchables. Une pour les citoyens vulnérables, hypersensibles,
créatif, disqualifié. Et cette injustice nourrit le terreau du complotisme. Car quand le citoyen voit que certains ont le droit de dire n'importe quoi sans être inquiétés, tandis que lui est censuré pour avoir osé ressentir, il se dit: il y a quelque chose qui cloche. Il y a des intérêts cachés. Il y a une manipulation. Vers une éthique du savoir pluriel. Ce qu'il faut restaurer, ce n'est pas la domination d'un savoir sur les autres. C'est l'éthique du dialogue, le respect du ressenti, la reconnaissance de la pluralité des formes de connaissance. La science ne doit pas être une arme. Elle doit être un outil. Et les zététiciens, s'ils veulent être utiles, doivent accompagner le discernement, pas condamner l'imaginaire. Car l'imaginaire n'est pas l'ennemi du savoir. Il en est la source profonde, le terreau fertile, la mémoire symbolique.